Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Carl Bouchard, je suis le secrétaire de la Faculté des arts et sciences et vice-doyen aux affaires internationales en remplacement de Frédéric Bouchard qui est affligé du vilain virus que vous connaissez et qui est vraiment très malheureux de ne pas être avec nous ce soir. Merci en tout cas à vous d'être présents en si grand nombre. La Faculté des arts et sciences va présenter un nouvel épisode de notre discussion au carrefour des savoirs qui a pour objectif de faire dialoguer avec, sur une thématique commune, des professeurs, avec parfois des diplômés, des étudiantes et des étudiants, ou des collaborateurs, des collaboratrices de différents horizons. Ce soir, la thématique est intrigante, créativité humaine et intelligence artificielle, compétition ou synergie. Et nous avons le privilège d'avoir parmi nous des experts et des expertes provenant de divers champs disciplinaires. On en est très fiers parce que l'identité même de notre faculté est avant tout d'assurer le décloisonnement du savoir, le croisement de différentes perspectives afin de nous éclairer, de mieux nous outiller pour comprendre le monde de demain. Alors, laissez-moi vous présenter dans un premier temps notre animateur pour la soirée, Karim Gerbi, qui est professeur au département de psychologie, directeur du Centre de recherche québécois en neuro-IA, UNIC. Ses champs d'expertise sont à la jonction des neurosciences cognitives, de l'imagerie cérébrale, de l'intelligence artificielle. Ses recherches visent à élucider les mécanismes cérébraux associés à divers processus cognitifs et états, parfois altérés, de conscience. Son laboratoire s'intéresse également à la convergence entre la neuroscience, l'intelligence artificielle et la créativité biologique et artificielle. Alors, merci beaucoup, Karim, pour l'animation de cette discussion qui s'annonce très prometteuse. À ses côtés se trouve Christine Bernier, professeure au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. Elle est responsable du programme de maîtrise en muséologie de la faculté. Historienne de l'art spécialisée en art actuel, ses recherches portent sur l'institutionnalisation des nouvelles pratiques artistiques. Elle est également membre du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques. Merci, Christine, pour ta présence. C'est toujours un privilège d'accueillir des collègues qui proviennent d'autres facultés. Alors, ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous un panéliste de la faculté de musique, Pierre Michaud, qui est professeur en composition mixte. Pierre s'intéresse aux nouvelles technologies et à leurs applications dans le processus de création. Son domaine de recherche est plus particulièrement axé sur la comprovisation, la collaboration interprète-compositeur, l'interdisciplinarité, les espaces interactifs et les nouvelles formes de représentation musicale. Bienvenue parmi nous, Pierre, bienvenue à la faculté. Enfin, Antoine Bellemare, qui est doctorant co-dirigé à l'Université de Montréal et à l'Université Concordia. Antoine est un artiste pluridisciplinaire qui fusionne les arts numériques et les neurosciences, étudiant la relation entre créativité, signaux électrophysiologiques et composition algorithmique. Alliant poésie, neurosciences et intelligence artificielle, il conçoit également des interfaces cerveau-ordinateur artistiques. Et on a appris qu'Antoine est actuellement l'étudiant de Karim. Il a été aussi celui de Pierre dans un cours de composition assistée par ordinateur. Donc, on a là vraiment un beau décloisonnement et un beau croisement des disciplines. Donc, le hasard fait très bien les choses. Alors, évidemment, ne pas en douter, vous avez compris à travers les recherches de nos panélistes, ce sera une soirée très stimulante et une belle réunion aussi entre étudiants et professeurs. On est très choyés de les avoir avec nous. Alors, à tous et à toutes, merci d'être là. Merci pour cette nouvelle discussion au carrefour des savoirs et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci, Carl, pour cette belle allocution et introduction à notre événement d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être présents aussi nombreux et nombreuses. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait un QR code. Donc, j'espère que vous avez tous eu l'opportunité. Peut-être que je vais... Voilà, la magie opère. Donc, le QR code qui est là. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de le scanner, on a mis 5 ou 6 petites questions pour un peu stimuler vos neurones et avoir un peu un feedback de votre côté sur les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Et on va regarder les résultats assez rapidement, même dans presque 1 minute. Donc, je vous laisse encore une petite 60 secondes pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait ou qui voudraient le faire en tout cas. Et on regardera les résultats. Je vais juste changer d'écran. Je voudrais aussi
au tout début dire que l'événement sera enregistré, aussi incluant, donc par vidéo, aussi incluant la période des questions, juste pour que tout le monde soit au courant. Et ça sera normalement mis par la suite sur le site, sur la page YouTube de la Faculté des Arts et des Sciences. Et j'ai Margot qui est là. Si jamais j'oublie quelque chose, n'hésite pas à me dire. OK. Donc là, on va arrêter le partage ici. OK. Alors, on va faire un petit tour rapide sur les questions et vos réponses avant de continuer le déroulement de cette soirée. Donc, pour commencer, la première question qu'on vous a posée, c'est veuillez s'il vous plaît, non, c'est pas ça. Veuillez s'il vous plaît valider votre réponse à chaque question. Oui, mais après, la première question, c'était avez-vous déjà utilisé des outils d'IA générative comme ChatGPT, Midjourney ou DALL-E? Et là, on va regarder ensemble, découvrir ensemble les résultats. Donc, on a 75% d'entre vous ici qui ont déjà utilisé ce genre d'outils, 20% qui ont dit non et 4% qui ont dit je ne parle pas sans la présence de mon avocat. Alors, pour la deuxième question, c'était l'utilisation de l'IA dans la création artistique est une très mauvaise idée. 7% le pensent. C'est une très bonne idée. 28% le pensent. 64%, 65% disent pourquoi pas. Et peut-être que vous allez avoir un avis tranché plus là-dessus à la fin de l'événement d'aujourd'hui ou pas. Mais ça nous donne une idée que c'est quand même une question qui est très débattue en ce moment. En fonction de à qui vous parlez, à quels outils vous utilisez, vous risquez d'avoir des réponses différentes. Donc, la troisième question, c'était est-ce que vous considérez que l'IA est en elle-même créative? 25% le pensent, 58% pensent que l'IA n'est pas créative, mais c'est juste un outil de création. Et on a 17% qui sont indécis sur cette question-là. La question suivante, c'était est-ce que l'IA dans les milieux et industries créatives met des métiers en danger? Est-ce que c'est vrai selon vous? 55% pensent qu'en effet, c'est le cas. 19% disent que non. Et on a 26% d'indécis. Et là aussi, je pense que ce sera un sujet au cœur de nos débats aujourd'hui. Donc peut-être que vous allez avoir un avis plus informé là-dessus par la suite. Ensuite, on a posé la question, vous lisez un poème qui vous touche, vous le trouvez agréable. Ensuite, vous découvrez qu'il a été écrit par ChatGPT. Mais après d'avoir déjà pris conscience que oui, ce poème-là, ça me touche, ça me dit quelque chose, ça m'interpelle. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? La première option, c'est vous êtes déçu et votre avis par rapport au poème change. Ou alors vous êtes déçu, mais vous maintenez votre avis par rapport au poème, le fait que ça a été agréable à lire. Ou troisième option, vous n'êtes pas déçu puisque le poème vous a touché. Donc finalement, il y a eu un effet indépendamment de si c'était une machine ou un être humain. Je vois que 45%, je suis légèrement étonné, mais 45% ont pris l'option 3. Donc, vous ne serez pas déçu parce que le poème vous a touché. Ça voudrait dire quelque part que la poésie écrite par l'IA serait aussi éventuellement pour vous. Alors, je pense que c'est une des dernières questions. Le processus créatif implique nécessairement des émotions. Il est donc impossible pour une intelligence artificielle d'être créative au final. Ça, c'est juste un statement et on vous demandait si vous étiez d'accord avec cette phrase-là ou pas du tout pas d'accord, ou alors vous ne savez pas. Et je vois que la majorité en vote c'est proche, entre 1 et 2. Donc il y a certains d'entre vous qui pensent que c'est faux, d'autres qui pensent que c'est proche, donc 35-40%, puis 25% d'indécis. Voilà, je pense que c'est la fin des questions. Donc avec ça, je vais revenir rapidement. Je vais arrêter le partage. Ici. Et on va revenir à la présentation. Parfait. Donc, merci pour votre participation. Donc, juste avant de passer la parole à Christine et mes autres collègues, ce qu'on va faire maintenant, je vais juste prendre 2 minutes, très rapidement, maximum 3, pour juste un peu préparer le terrain
et définir quelques concepts pour vous, ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas été beaucoup exposés à l'intelligence artificielle, et en particulier l'IA générative. Vu que l'IA générative est tellement importante pour la discussion et la conversation d'aujourd'hui, on va se poser la question, c'est quoi? Alors, premièrement, l'intelligence artificielle générative, il faut savoir, c'est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Okay? C'est à l'intérieur de l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle l'IA générative. Et contrairement aux systèmes d'IA traditionnels qui vont chercher à classifier, par exemple, des images ou identifier si dans votre courriel, c'est un pourriel ou c'est un courriel qui intéressant. Donc ça, c'est de la classification, de la catégorisation ou l'analyse de données. Contrairement à tout ça, l'IA générative, elle vise à produire des éléments qui n'existaient pas auparavant, tels que du texte, des images, de la musique ou même du code. Donc finalement, elle s'appuie sur des ensembles de données qui existent déjà, mais pour apprendre à partir des données existantes, des motifs, des styles et des structures, et ces termes-là sont importants. Il va utiliser ces informations par la suite pour générer de nouvelles créations qui imitent ou qui s'inspirent de ces données originales. Donc je vais vous mettre ici en orange les termes qui me paraissent les plus importants ici, et notamment pour la discussion aujourd'hui. Et je vais enlever tout ce qui n'est pas en orange pour vous faciliter la tâche. Alors, les mots-clés ici, c'est que ça vise à produire des éléments qui n'existaient pas auparavant, tels que du texte, des images, de la musique. Ça apprend des motifs et des styles et des structures pour générer de nouvelles créations. Donc, si on vous montrait que ça comme texte, vous n'avez pas vu que c'est une description de l'IA générative, il est très possible que vous pensez que quelque part, on est en train de parler de c'est quoi la création, c'est quoi la créativité, et qui nous amène justement à se poser cette question-là. Finalement, si c'est ça que l'IA générative fait, finalement, est-ce que l'IA générative ne serait pas finalement un synonyme d'une IA créative, donc une créativité qui vient d'une machine, d'une intelligence artificielle? Et donc, vous avez tous, enfin, au moins 75% d'entre vous, utilisé des outils d'IA générative. Vous voyez ici, les exemples sont ChatGPT, DALL-E, peut-être, la génération d'images, vous avez essayé ça, ou Midjourney, ça fait la même chose. Vous avez peut-être aussi exploré MusicLM pour Google, pour la création musicale assistée par IA. Donc, c'est de la musique générée entièrement par de l'IA. Et là, je vais prendre un exemple, puisque maintenant vous êtes expert en IA, juste pour vous montrer le genre de choses qu'on pourrait faire. L'IA générative, ça c'est un prompt que j'ai donné à DALL-E. Donc j'ai dit à DALL-E, une IA générative qui génère une IA générative qui génère une IA générative. Et là, on va voir qu'est-ce que DALL-E va me proposer comme image qui représente pour... alors voici l'image que ça nous sort. Donc on peut chercher peut-être des liens entre le texte et ça. Je trouve ça assez intéressant. Mais la question qu'on va se poser plus aujourd'hui, au-delà de ce genre de création, c'est est-ce que ça, par la suite, on aimerait l'avoir dans un musée ou chez nous à la maison? Est-ce que c'est un objet d'art, finalement, qui a une valeur aussi artistique à nos yeux? Dernier exemple que je vais vous montrer, un autre prompt que j'ai donné, un lit qui sert de table et d'instrument de musique. Donc là aussi, l'idée, c'est, dans le domaine du design, on ne parle pas que de la musique et de génération de texte. Par exemple, le design, l'architecture, c'est un milieu qui s'inspire beaucoup aujourd'hui aussi de l'IA. Et les mêmes questions se posent. Donc si je pose ça comme question, et je n'ai pas mis autre chose, il n'y a vraiment que ça, je n'ai pas donné plus d'informations, voici l'image que ça me génère. Donc c'est un lit qui sert de table, je vois peut-être un petit peu sur les bords, mais en tout cas, table et instrument de musique. Je vais m'arrêter là. Je vais maintenant passer la parole à Christine Bernier, qui va nous faire une courte présentation. Alors bonjour, ce sera une brève présentation d'historienne de l'art. Donc il y aura une petite dimension historique. On parle d'une histoire très, très, très courte et très récente. Je ne commenterai pas les diapositives. Il s'agit de 10 thèmes que j'ai identifiés et dont on pourra discuter tout à l'heure. Donc, le titre, l'IA générative et la créativité dans les arts visuels, reconnaissance, notoriété et institutionnalisation. C'est ce sur quoi je vais m'arrêter. Donc, vous avez votre opinion personnelle, j'ai mon opinion personnelle. Maintenant, le portrait que je vais dresser, c'est dans la société, dans le monde de l'art, qu'en est-il de cette reconnaissance de l'IA générative?
Alors, thème 1, une réalisation déjà très ancienne, 2016, qui a marqué les premiers jalons d'une réception scientifique et publique spectaculaire. Je m'intéresse aussi à ce qui attire l'attention. Donc, The Next Rembrandt, je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. C'est un projet de recherche, je le signale, donc il y avait une dimension d'expérimentation. Thème numéro 2, qui s'intitule l'IA et sa percée dans le marché de l'art. Et ça, c'est important. Le marché de l'art, ce n'est pas rien. Donc, 2018, encore là, c'est très ancien, le portrait d'Edmond de Bellamy, un collectif français qui s'appelle Obvious. Donc, c'est encadré, une impression sur jet d'encre, vendu chez Christie's à New York, 432 500 $ US. Et c'est là que les gens ont commencé à se poser des questions. Comment l'IA peut-elle avoir réaliser quelque chose qui se vend à ce prix? Thème numéro 3, la créativité selon les artistes de la communauté crypto. Les artistes, et je parle d'artistes, je ne parle pas de ma propre réalisation, ce que moi je peux faire avec Midjourney, ce n'est pas de l'art, étant donné que je ne suis pas une artiste. Ce que font les artistes, ceux de la communauté crypto, expérimentent beaucoup, de 2018-2019. Ceux qui viennent de la communauté crypto comprennent ceux qui ont réalisé des œuvres merveilleuses comme ce NFT de Beeple, dont vous avez certainement entendu parler. Every Days, The First 5000 Days, 2021, 69 millions de dollars US vendus, toujours chez Christie's. Donc, il y a quelqu'un qui l'a acheté, il y a quelqu'un qui a payé ça. Il y a une maison de vente aux enchères, la plus prestigieuse avec Sotheby's, qui a dit « Ben oui, ça vaut ça. » Donc, il y a une reconnaissance. Beeple est devenu célèbre, il y a une notoriété. Qu'on le veuille ou non, c'est en train de s'installer. En fait, c'est déjà installé. Ensuite, un autre qui vient de la communauté crypto, qui a fait beaucoup de NFT, qui travaille avec l'intelligence artificielle, Refik Anadol. Il a vendu pour 30 millions de NFT. Et, thème numéro 6, il est exposé au Musée d'art moderne de New York, le MoMA, le plus snob de tous les musées de la Terre, qui présente... Alors, je ne vous montrerai pas le YouTube, hein, je n'ai pas le temps, mais vous pourrez y aller, bien entendu. L'exposition vient de se terminer au mois de novembre. Elle a débuté en 2022. Donc, ça s'appelle la consécration. Thème numéro 7, qui ou quoi est créatif? Alors là, j'arrive dans une autre étape. Maintenant qu'on doit prendre conscience de tout ça, problème du droit d'auteur. Qui est l'auteur? Donc, j'ai 2 exemples ici que je n'ai pas le temps de détailler, mais on pourra en parler tout à l'heure. Une image qui a gagné le premier prix. Finalement, on a dit non. L'image ne peut pas avoir de copyright parce que la proportion d'intelligence artificielle est trop forte par rapport à la proportion du travail de l'humain. Et puis, il y en a un autre, c'est notre cher Beeple, qu'on a vu tout à l'heure, qui, lui, The Battle of AI Art, lui considère qu'il n'en veut pas de son droit d'auteur, il met tout, puis tout est gratuit, puis tout le monde peut s'approprier ce qu'il fait. Bien, il est déjà milliardaire, il faut dire. Thème numéro 8, les questions légales et les batailles juridiques. Ce n'est pas la même chose que le droit d'auteur. C'est une question légale, le droit d'auteur. Mais là, ici, on parle d'immenses querelles, des poursuites, plusieurs artistes qui ont poursuivi des utilisateurs de l'intelligence artificielle. Il y en a qui ont eu gain de cause, d'autres non. On peut en reparler tout à l'heure, si vous voulez. Thème numéro 9, l'IA et la formation des artistes de demain dans les écoles d'art visuel. La plupart des écoles d'art, du moins aux États-Unis, s'entendent pour dire on ne peut pas combattre l'IA. Elle est là pour rester dans la formation des artistes. Je ne parle pas des expérimentations que moi je peux faire, n'étant pas une artiste. Je parle de ceux qui ont un statut
d'artistes. Alors, ils vont être formés pour travailler avec l'IA. Et pour terminer, sur une note positive, thème numéro 10, l'IA, ce n'est pas la mort de l'artiste. La nouvelle génération d'étudiantes et d'étudiants aime le grand art. Voilà, merci beaucoup. Je cède la parole à Pierre Michaud maintenant. Merci. Alors, bonsoir, bonjour. Merci de vous être déplacé en ce temps froid. C'est l'hiver, n'est-ce pas? Alors, merci. En fait, c'est une belle entrée en matière, surtout avec la dernière diapo, parce que là, je prends le relais comme professeur de composition, donc qui enseigne, et que je pourrais dire peut-être dans une vie passée qui avait le statut d'artiste, je vais le revoir prochainement, peut-être avec une année de ressourcement l'année prochaine, comme je suis vice-doyen au cycle supérieur de la recherche. Je fais de l'art, mais avec des tableaux Excel créatifs en ce moment. Mais j'ai une pratique de compositeur et de musicien. Et je suis très sensible à la question, mais je vais l'aborder peut-être de manière un peu plus macroscopique, un peu de manière d'entamer un débat. C'est quelque chose qui a plusieurs couches en dessous et j'en suis parfaitement conscient. J'ai préparé 3 diapositives qui vont parler un peu peut-être de ma posture ou de mon imposture, j'en sais rien, ça sera à vous de décider, et comment j'approche l'intelligence artificielle, que ce soit dans mes travaux, dans les travaux de mes étudiants, de mes étudiantes. C'est effectivement une réalité qui fait partie de notre quotidien, je dirais, en composition, surtout en musique numérique, mais pas que. Pas que. Donc, peut-être pour provoquer le débat, on m'a demandé, on m'a donné une petite commande d'avoir 2 extraits sonores et ça sera à vous de décider qu'est-ce qui a été produit par l'IA et qu'est-ce qui a été produit par un humain. Je ne nommerai pas l'humain en question, c'est une personne que je connais, il n'est pas au courant, cela dit, je suis sûr qu'il se prêterait au jeu, il n'y a pas de problème. Je suis capable de différencier les deux avec des critères de spécialiste, en très gros guillemets, de la composition. Mais la question quand même demeure, est-ce que dans un milieu où il y a, par exemple, commande d'œuvres, peu importe le contexte, que ce soit dans un contexte d'art expérimental ou dans un contexte de musique à l'image, de jeux vidéo, etc. Donc, on parle d'une industrie culturelle. Le commanditaire ou de l'œuvre, est-ce que fera une si grosse différence à l'avenir et comment est-ce que ça va démarquer qu'est-ce qu'on qualifie comme étant de l'art versus non et quelle place l'IA aura? Donc, sans plus tarder, j'espère que je me souviens des extraits, je n'ai pas pris de notes. On commence par un premier extrait. C'est des extraits d'1 minute parce qu'il y a quand même la musique, c'est pas juste 3 notes. Je sais qu'on est à l'ère du TikTok et tout ça, mais il y a quand même un développement. Donc, regardons un peu comment les choses. Je vous demanderai de regarder la musique dans son entièreté. Il y a de l'harmonie, il y a des mélodies, il y a de l'orchestration, il y a un développement, etc. Et il y a aussi des recettes qui existent. Donc, écoutons un peu. Premier extrait. Imaginez des images aussi. La grande campagne. C'est quelque chose comme ça marcherait. L'extrait au grand complet. Il y a plusieurs couches qui s'en viennent après. Je vais jouer l'extrait numéro 2. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Décidément. Extrait numéro 2. Un peu plus fort, si possible.
vais arrêter là, je vais revenir sur la fiche. Donc, déjà pour dire, tout a été produit par ordinateur. Ce n'est pas nécessairement généré par ordinateur, mais les sons, même les sons d'orchestre, on parle d'échantillons, etc., etc. Donc, je suis juste curieux par une levée de main. Est-ce que c'est extrait l'intelligence artificielle? Est-ce que c'était... qui vote pour extrait numéro 1? Vous pouvez lever la main. Extrait numéro 2? OK. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour expliquer le 1 ou le 2. C'est extrait numéro 1, effectivement. Je n'irai pas dans les détails nécessairement. Mais il demeure néanmoins que beaucoup de recettes qui sont là, qui peuvent être appliquées. Et puis, en fait, on peut imaginer plusieurs images. J'ai dit grande campagne, ce n'était pas prévu. Ça pourrait être beaucoup de choses. On parle de strates, on parle d'orchestration. Tout y est à quelque part, mais on parle néanmoins de recettes. Là, je veux juste apporter 2 diapositives supplémentaires, juste pour mettre la table, parce qu'il y aura de la discussion par la suite. C'est qu'en fait, déjà, j'annonce un peu, encore comme j'ai dit, ma posture ou mon imposture. Je ne suis pas particulièrement inquiet. En fait, je suis même plutôt optimiste de qu'est-ce que ça va amener comme question au niveau de la société, du rôle de l'art dans la société, la place de l'IA là-dedans, de qu'est-ce qui est considéré de la création et qu'est-ce qui est considéré des recettes ou qu'on pourrait suivre, et que qu'est-ce que le public cherche en fait là-dedans. Et c'est pas pour dire en fait les questions par rapport à la poésie que j'ai trouvé c'était assez marquant de dire le poème m'a touché, il a été généré par intelligence artificielle. Est-ce que je suis moins touché ou plus? On pourra en discuter après. Mais fait est, et là je parle d'art visuel, même si je suis musicien, une des premières activités créatrices qui est documentée, on parle de la grotte de l'île de Sulawesi en Indonésie, qui est une peinture rupestre qui date de 45 500 ans. Donc, c'est une des premières activités artistiques humaines. Et en fait, qu'est-ce qui démarque? On pourrait parler d'esthétique, on pourrait parler de représentation, mais il demeure néanmoins que les humains ont appris à créer avec ce qu'ils avaient sous la main. Et ça, il ne faut juste pas l'oublier. L'IA, la société, la façon qu'elle est constituée, a un degré de complexité qui est tel, mais il demeure néanmoins qu'à la base, on crée avec ce qu'on a. J'ai une formation de conservatoire en Europe avec un système qui était construit autour de ça. Je suis venu au Canada il y a 20 ans où il y avait un système semblable. J'ai été joué par l'orchestre de la radio de Radio-Canada qui n'existe plus. J'ai eu des commandes de Radio-Canada qui n'en font plus. Le milieu n'est plus le même, tout simplement. Et on pourrait dire que ça va être la mort de la culture. Et on a un milieu des musiques numériques à la faculté de musique qui est le plus grand au Canada, sinon en Amérique du Nord en termes de pourcentage de population. Je reviens à la grotte. C'est un peu ce qui arrive. On crée avec ce qu'on a sous la main. Je vais vous donner un autre exemple. C'est qu'on va parler, en fait, ce qui m'énerve un peu dans tout le discours qu'on a autour de l'intelligence artificielle, c'est qu'on conserve un discours utilitariste de la chose. Et en fait, l'intelligence artificielle, à la base, était là un peu pour nous faciliter la vie. Être capable de prédire un bouchon de circulation qui est sur notre route dans 1 heure, on ne sait pas, on peut détourner, etc. Il y avait une fonction utilitariste. Et quand on parle de l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer la créativité humaine, on reste un peu dans cette position-là et on oublie à quelque part que dans une démarche de création et tout autre, et l'IA pourrait se situer à toutes les étapes, de générer un peu de contenu que l'artiste va choisir jusqu'à la création à 100% automatique qui serait faite par l'IA. Mais pour revenir à l'image de la grotte et un peu comment je le symbolise, il y a un artiste conceptuel, Simon Weckert, qui a créé un projet qui s'appelle Google Maps Hacks en 2020, qui est une performance et création. C'est un peu, je dirais, détourner l'utilisation première de l'IA pour en faire une œuvre d'art, pratique que j'aime bien. Parce que dans mon domaine, contrairement à la plupart des disciplines qui soient en sciences dures ou en sciences molle à l'université, c'est que j'ai le droit d'avoir des mauvaises pratiques et non seulement ça, c'est une pratique que j'encourage auprès de mes étudiants, c'est de détourner, je dirais, le sens premier d'une technologie qui est utilisée. Je voulais mettre une citation de Brian Eno, mais il y a une citation de Brian Eno qui date de 95 ou 96, où il dit que ça ne va pas prendre de temps avant qu'une technologie qui était censée être parfaite, par exemple le disque compact, qui est censé être une reproduction sans artefact de la machine, etc. Ou est-ce qu'on fait, quand on fait une égratignure sur un disque compact, on a des artefacts numériques qu'on n'a jamais entendus et on a développé une esthétique de la faille. Ça a toujours été le cas. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment inquiet en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Comme la grotte, il y avait un bout de charbon ou d'ocre. Maintenant, c'est un peu ce qu'on a sous la main. Et puis, les formes d'art qui vont être créées par l'humain auront une place. Donc, je vais vous montrer un peu, juste une vidéo très courte de Simon Weckert qu'on trouve sur YouTube, où l'artiste a pris, je crois, une 50aine de téléphones portables pour créer des faux bouchons de circulation à Berlin. C'est
c'est une mauvaise pratique qui est en fait une très bonne pratique. Et je souhaite pour l'avenir de l'IA et de l'humanité qu'on conserve ces mauvaises pratiques et que l'université soit un endroit où on peut encourager aussi des pratiques comme ça. Je vous laisse sur ces belles images et je cède la parole à Antoine. OK. Hop. Est-ce que je dis un petit mot pendant que vous... Ouais, tu peux dire un petit mot. En fait, Juste très rapidement, alors on a Yann Harel avec nous, qui est aussi doctorant dans le laboratoire, collègue et ami aussi avec Antoine. Et ce qu'on va voir maintenant, on va prendre 1 minute pour l'installation. C'est un système EEG. EEG, c'est pour électroencéphalographie, ça mesure l'activité cérébrale. On a pris le grand saut, le risque de se dire, est-ce qu'on fait une démonstration en live, en temps réel, avec tous les risques que ça peut prendre, que ça ne marche pas. Donc, je vais vous demander, si ça ne marche pas, de les applaudir quand même à la fin, mais j'ai bon espoir que ça va marcher. Donc, l'EEG sur la tête de Yann mesure les ondes cérébrales en temps réel, les transfère directement à l'ordinateur où Antoine est assis. Antoine récupère les signaux, il va nous dire dans quelques minutes, quelques secondes, qu'est-ce qu'il fait avec les signaux. L'idée ici, c'est une installation, non pas dans un but de recherche en neurosciences, mais plutôt neuro-IA créative. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de l'activité cérébrale mesurée en temps réel pour générer quelque chose. Et je vais céder maintenant la parole à Antoine, je ne vais pas en dire plus. merci Karim. Donc, on a ici mon collègue Yann qui nous prête son activité cérébrale pour un petit instant. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est une interface qu'on a développée dans le laboratoire avec Karim et avec divers collègues, donc François qui est ici présent, Philippe qui n'est pas avec nous, qui est à retourner en Allemagne pour l'instant. Et donc, c'est une interface qui vise à faire de l'art interactif, de l'art adaptatif, avec différents types de signaux. Donc, en l'occurrence, ici, on utilise l'activité cérébrale, mais on peut imaginer utiliser de l'activité cardiaque. On peut imaginer, en fait, on peut avoir aussi du input audio, vidéo, et avoir donc une plateforme où est-ce qu'on peut facilement faire de l'art interactif et utiliser des techniques de traitement de signal qu'on utilise en neurosciences et aussi des outils d'intelligence artificielle. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les signaux de Yann, des différents channels. Donc, on a 24 channels qui sont ici, que je vais simplement moyenner. Et par la suite, là, je vous montre une application possible de comment on peut interfacer l'activité cérébrale avec l'IA. Il y en a des milliers, puis c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les explorer, on commence à les explorer. Donc là, je vous montre une application qui est plutôt vraiment dans le domaine de l'artistique. Donc le but pour Yann ici, ça ne sera pas nécessairement de contrôler le produit de l'IA génératif, mais plutôt pour nous d'utiliser la diversité et la complexité du signal qui est présent dans le cerveau de Yann, on imagine, et pouvoir utiliser de l'information afin d'orienter le processus d'IA génératif. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est on compare en ce moment le spectre. Donc, le spectre, c'est en fait les différentes fréquences qui sont présentes dans le signal de l'activité cérébrale aux différents pics d'émission des éléments du tableau périodique. Donc, en fait, c'est une idée qui m'est venue à un moment. Je me suis dit, ben, en fait, les éléments du tableau périodique, quand on envoie de la lumière dessus, ça réfléchit certaines fréquences. Donc, en fait, on fait une comparaison entre les structures harmoniques du signal cérébral de l'activité de Yann et les structures des éléments du tableau périodique, ce qui nous permet en temps réel d'avoir des éléments qui sont mis à jour comme ça. Donc là, on a l'uranium et le tantalum, par exemple. Et c'est mis à jour à chaque 5-6 secondes, tout dépendant. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en temps réel ChatGPT. Ben, en fait, ce n'est pas ChatGPT, c'est plutôt des calls que l'on fait à l'API d'OpenAI qui est derrière ChatGPT. Et ça nous permet de générer... Donc en fait, ce que je demande à l'IA, c'est de prendre les éléments du tableau périodique qui ont été identifiés et de faire de la poésie sur la symbolique de ces éléments-là. Et j'ai un deuxième IA génératif qui, lui, je lui demande de prendre les mêmes éléments et de me générer un prompt pour un modèle de vision, comme Stable Diffusion ou DALL-E, en l'occurrence ici c'est DALL-E, de manière à donc pouvoir avoir de la poésie et de l'image. Donc, on a des images qui sont générées ici en temps réel. Donc là, en fait,
pour générer l'image, pour l'instant, c'est un prompt qui demande de faire des animaux, donc des espèces de créatures chimériques basées sur les éléments en question qui sont détectés en temps réel. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air si on intègre ça. Donnez-moi une petite seconde. Cloaked in argent whispers. Donc, on peut aller voir ici si on l'interface de manière un petit peu plus agréable. Whispers flutter into night, furious, aglow with misspent celestial sparks. Born from Earth's heart, she wears veins of moonlit strength. Et là, on espère que l'image devrait changer. She was fruits amidst steel graying crescendos. OK, donnez-moi une petite seconde. On va retourner voir notre ami ici. Les joies du live. Inhale dreams wrapped in sunset glow. Exhale petrichor tears. OK. Donc, bon, vous avez vu d'autres images avant. Ici, l'idée générale, comme vous pouvez voir, c'est qu'on peut avoir donc en temps réel de la poésie et de l'image qui est générée et qu'on peut utiliser dans des installations interactives. Donc, en fait, ça fait en sorte que si on a un système comme celui-là, ben, Yann peut se placer face à l'écran et s'amuser à explorer l'espace des représentations possibles d'un réseau de neurones en utilisant en temps réel l'activité cérébrale. Maintenant, j'avoue que j'aurais bien aimé vous montrer les transitions entre les images. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je pourrais, en fait... Est-ce que je restart cette histoire-là? Je ne crois pas. Tu peux vérifier le G? Ouais, le G, je le reçois bien. Le G, je le reçois bien. Je vois pas de lumière sur le... Ouais, non, c'est normal. Casque. Mais le G, il est bien là. OK. Non, c'est avec... Bon, on peut essayer juste de repartir d'Ali ici. Ouais, on peut essayer d'Ali tranquillement. OK. Donc, si on se remet un texte. On va faire un petit peu de live coding. Dans le fond. Ah ouais. Donc, on peut essayer. En fait, c'est probablement lui. Son animal. Bon, ben, je vais vous faire du petit live coding tant qu'à y être. Hein. On va prendre une minute. On ne garantit rien, mais hop. Et là, on veut un animal. Merci. Ah ben voilà. OK. D'accord. In inert whispers, heaviness cloaks the invisible monarch. Mirror-born wisp adorns her robe in lunar glint. Born of Earth's heart, she emits unseen dialogues. Born of the cosmic forge, their essence ignites stardust collages. Vessel of life dances on the edge of circular silhouettes. Donc, ça vous donne un petit With softened aperçu rays, the heart du type d'interaction qu'on essaie d'explorer en ce moment avec l'IA génératif et la neuroscience. Donc, on peut imaginer, là, en l'occurrence, on utilisait les éléments du tableau périodique, mais comme on fait du travail aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et évidemment prédire la relation entre l'activité cérébrale et les éléments du tableau périodique, c'est vraiment une avenue qui est plutôt de l'ordre de l'avenue artistique. Il y a aussi tout un potentiel d'utiliser l'activité cérébrale dans le but de contrôler différents paramètres de la génération artistique. Donc, c'est vraiment un univers des possibles qui s'ouvre à nous. Donc, nous, notre travail, ça a vraiment été d'essayer de développer une interface, un outil qui facilite ce genre d'exploration créative. Donc voilà, je vous remercie. On va mettre la lumière. J'allais le faire, parfait. Merci beaucoup Antoine. Cela nous permet maintenant de passer à la partie de discussion, conversation. J'ai eu le plaisir d'avoir une courte rencontre vendredi dernier avec Christine, Pierre et Antoine, où on avait juste fait une petite réunion de préparation, un
globalement passer sur certaines des thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. Et je leur ai bien dit, on pourra parler de telle et telle chose, puis certainement que j'aurai quelques questions qui vont sortir live et que je n'aurai pas préparées, mais ça fera partie de la partie un peu spontanée parce qu'on veut garder ça frais et spontané. Et en fait, je vais commencer avec une question que personne ici ne connaît. Mais c'est aussi pour un peu vous introduire un peu plus les personnes qu'on a sur scène. J'ai pensé à une question un peu plus personnelle qui est en lien avec le concept de créativité qui est au cœur du débat aujourd'hui. Mais c'est sûr que venant de différents backgrounds, de différentes disciplines, différentes approches, différentes carrières, je veux vous poser la question très brièvement de nous dire pour vous personnellement, pas selon le textbook parce qu'on connaît les définitions, en quoi consiste la créativité dans votre point de vue, c'est quoi la créativité? Je sais qu'il y a plusieurs réponses, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer là-dessus. Oui, Christine. Alors, j'aimerais définir la créativité tout d'abord en l'opposant à la création artistique. On parle souvent de créativité, je peux faire quelque chose qui soit créatif, une personne va être créative. Si on parle d'art, parce que souvent la question qui est soulevée, c'est, bon, ce poème, cette image, est-ce que c'est de l'art? Là, on parle de création artistique, ce qui n'est pas la même chose que la créativité. Ce sont deux choses différentes. Créativité, c'est accessible à tout le monde. C'est une activité. Il y a des gens qui sont plus ou moins créatifs. Et la création artistique est le produit du travail d'une artiste ou d'un artiste, reconnu comme tel par ses pairs, par le marché et ses experts, par l'institution et ses experts. Donc, on a une structure qui définit ce qu'est la création artistique. Créativité, ça vous appartient. J'ai une tentative de réponse pour la créativité, puis je vais la lier un peu à ma discipline. Oui, c'est une discipline de création artistique, mais c'est une définition que vous ne trouvez peut-être pas sur le web, mais que je pense qu'on peut appliquer à toutes nos disciplines, peu importe les paramètres. Ma discipline est la musique mixte. Elle a croisé les chemins entre la composition instrumentale, donc pour des instruments qui fonctionnent par des partitions, etc., et aussi toute musique électroacoustique et surtout, en fait, les faire interagir. Une analogie que j'utilise, qui est des analogies culinaires, tout le monde se reconnaît. En fait, ma musique mixte, à tort, on pense que c'est peut-être faire une vinaigrette juste avec de l'huile et du vinaigre ou du citron. On peut brasser aussi fort qu'on veut, ça va se séparer éventuellement. La virtuosité à développer dans ma discipline, c'est la moutarde, c'est trouver l'émulsifiant. Donc, je reviendrai à la question initiale et qui va au-delà de la création artistique. Juste parler vraiment de la créativité. Pour moi, c'est de voir des associations où les autres ne les voient pas. Dans ma discipline, c'est de trouver des équivalences paramétriques entre des paradigmes qui sont différents, des paramètres que les gens ne voient pas ou n'entendent pas nécessairement, mais tout d'un coup, la magie opère entre quelque chose qui arrive, une autre chose qui arrive, et oups, il y a un discours artistique qui se crée. Mais ça, c'est la même chose pour n'importe quel trouvaille qu'on pourrait avoir dans la créativité en recherche en tant que telle. Et Dieu sait, il y a de la créativité en recherche. On émet des hypothèses. On a peut-être des cadres méthodologiques pour arriver à un résultat escompté, mais Dieu sait que si on veut vraiment faire de la recherche, il faut aussi avoir un espace où se tromper. Mais c'est de voir, je dirais, les interactions ou voir des connexions où les autres personnes ne les voient pas. Et ça, c'est une virtuosité à quelque part qu'on développe. Ce n'est pas pour dire qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. On peut développer des outils. Mais je pense que la créativité, c'est quelque chose qui est propre à l'art, mais pas que. Et puis, dans toutes les définitions que vous avez apportées, il y a aussi un savoir-faire et que Dieu sait, on voit beaucoup de gens en création artistique qui n'ont peut-être pas cette créativité-là, mais qui ont un savoir-faire immense, ou le contraire, qui ont énormément de créativité sans nécessairement avoir de savoir-faire. Et c'est là la question de l'IA va être intéressante aussi de dire qu'est-ce qui prime dans certains contextes. Donc, faire écho un petit peu à ce que tu dis, Pierre, moi je trouve qu'il y a vraiment une notion de pouvoir de transformation dans la créativité. Donc, si je remonte quand même, parce que c'est une question, je pense, assez personnelle, donc si je remonte loin à mon intérêt pour essayer de comprendre la créativité, c'était beaucoup lié à des intuitions déjà, mais aussi quand j'ai commencé à comprendre comment la créativité était étudiée ou était définie, je me suis rendu compte que
mes intuitions par rapport à comment je concevais la créativité étaient un petit peu, pas diamétralement opposées, mais quand même différentes de ce qui était établi. Puis, ce sur quoi je me suis beaucoup intéressé, c'est la notion de perception. Donc, en fait, la créativité, est-ce que c'est uniquement, justement, ce n'est pas uniquement le produit qui est créé, mais c'est le processus en soi. Et je pense que dans, justement, la manière de percevoir le monde, donc ces nouvelles associations-là dont tu parles, Pierre, pour moi, c'est fondamental pour comprendre le processus créatif. On doit comprendre, en fait, comment une personne perçoit le monde autour de lui pour faire ces nouveaux liens. Et ça amène, je crois, une notion qui est vraiment importante, qui est celle que la créativité n'est pas uniquement l'artefact créatif, mais aussi le processus. Et donc, il y a une partie de subjectivité et d'agentivité qui est présente et qui est intrinsèque au processus créatif, j'ai l'impression. Excellent. Donc, ça, c'était une première question pour se mettre un peu dans le bain, mais je vois que vous êtes passionné par ce que vous faites, par les thématiques, et je vois que ça va être difficile de s'assurer qu'on reste dans les temps pour les 14 000 questions que j'ai. Je vais passer à la question suivante, qui est plus un peu en lien avec une des questions qu'on avait posées aussi à l'audience ici tout à l'heure avec le poème. Et je serais curieux de savoir si vous, tous les trois, vous êtes capable d'apprécier un poème ou un morceau de musique ou un tableau qui est généré entièrement par de l'IA ou principalement par l'IA. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à apprécier? Puis avec quand même cette nuance, comme on a vu dans la question, est-ce que ça change quelque chose de savoir a priori avant c'était l'IA ou pas dans votre appréciation? Si je peux y aller, je dirais que je me sens définitivement capable d'apprécier une œuvre faite par IA, même si je sais que c'est fait par l'IA. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le sens qui en émerge. Puis, dans le fond, j'avoue qu'avec l'art visuel, ça a été plus facile pour moi, ça a été plus rapide, le fait de vraiment être impressionné par les prouesses de l'art génératif. Après ça, avec la poésie, j'avoue qu'aussi, on a des espèces de critères qui font que, oui, si je détecte en lisant le poème que je vois que c'est fait par une IA, il y a peut-être moins de chances que ça me fasse vivre des émotions aussi, en fait. Si je m'en rends compte, en tout cas. Je pense que c'est très personnel, mais si je vois une forme d'automatisme ou d'aspect génératif dans l'art qui est devant moi, j'ai l'impression que ça va peut-être rendre un peu plus difficile l'accès à mes émotions intérieures, parce que souvent, on va connecter avec les émotions de la personne qui a créé. Donc, une personne qui crée un poème, elle va avoir des émotions à transmettre, puis souvent, on va raisonner avec ces émotions-là. Donc, des fois, je trouve, en tout cas pour la poésie, de mon expérience, je n'ai pas encore vraiment eu de connexion intime avec des IA génératifs en poésie. Je ne sais pas dans quel ordre on va, mais... là, c'est plutôt une remarque subjective parce que moi, je suis particulièrement sensible au cadre qu'on donne à l'appréciation de quelque chose. Je vais donner un exemple. John Cage a écrit une pièce 4 minutes 33 qui est du silence. Une fois qu'on l'a fait, on ne peut pas le répéter. Je veux dire, ça a été fait une fois. Ce que les gens ne comprennent pas, par contre, c'est qu'il a encadré le silence. Voulant dire, c'est une pièce qui peut être jouée dans un contexte, un concert, un contexte donné. Ce n'est pas juste une pièce qui existe comme ça. Je dois dire, Antoine, les expériences que tu as faites m'ont touché dans le contexte peut-être de la conférence. Est-ce que ça m'aurait touché autant en étant allongé sur mon sofa après une dure journée de travail en regardant une chaîne YouTube? Peut-être pas. Peut-être que oui, je ne sais pas. Chose certaine, c'est qu'il y a... Pour moi, ça dépend aussi du contexte d'appréciation. Je veux dire, il y a une espèce de mise en scène, à quelque part, qu'on voit beaucoup dans les arts visuels, beaucoup moins en musique. En fait, musique, on a l'impression qu'il n'y a rien à voir, et pourtant, il y a quelque chose à voir. Il y a des musiciens et des musiciennes sur scène, ou en tout cas, il peut y avoir un contexte donné. Moi, je suis très sensible. Je me promenais dans des musées, peu importe qu'est-ce qui se retrouvait sur les murs, parce que j'aimais le travail de commissaire qui a été fait de mise en valeur, à quelque part, des œuvres en tant que telles. Donc, dans un contexte comme ça, je pourrais aller voir une exposition qui est 100% créée par l'IA, mais qui a été contextualisée d'une certaine façon, et l'expérience humaine d'être déplacée pour voir quelque chose m'aura peut-être touché. Est-ce que les œuvres indépendamment m'auraient touché? Je ne sais pas. Peut-être que oui. Peut-être qu'une œuvre IA, justement, me toucherait parce que je suis allongé sur mon sofa un soir. Mais je ne pense pas qu'on peut dissocier les deux. C'est super important de savoir c'est quoi le contexte d'écoute ou d'appréciation d'une œuvre. Puis... Et puis ça, quelque part, je n'ai pas envie de dire que ça demeure une activité humaine. Je suis sûr qu'on va être capable d'avoir des commissaires avec l'intelligence artificielle éventuellement, et ainsi de suite. Mais
C'est pour ça. Parce que mais oui, je pourrais être touché par une œuvre, peu importe laquelle, créée par de l'IA, mais ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel je suis. Je suis tout à fait d'accord. Le contexte est important. On peut aimer, que ce soit au plan sonore ou visuel, les qualités formelles. Alors, je prends une image, elle me plaît. Bon, qu'on me dise après, c'est l'IA ou c'est tel artiste. De toute façon, comme l'IA n'a pas droit à un copyright, il y a un artiste qui va aller chercher le copyright. C'est comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle. Donc, et peut-être que ça va piquer ma curiosité davantage à qualité visuelle, esthétique égale. Mais quand même, c'est... Donc, j'abonde dans le même sens. Et justement, pour continuer là-dessus, on sait aujourd'hui que l'IA générative, la façon centrale par laquelle elle fonctionne, en tout cas actuellement, c'est qu'elle régurgite beaucoup de données qui viennent d'êtres humains, a priori, des images, des textes, des poèmes, de la musique qui ont été générés par des êtres humains, qui sont utilisés pour l'entraînement et qui ensuite donnent lieu, donc quelque part, c'est pas comme c'est complètement isolé. Donc, quand on reçoit ça, est-ce qu'il y a aussi une dimension où ça nous apprend quelque chose sur la créativité humaine? On est dans une espèce de synthèse. Est-ce que donc c'est intéressant d'un point de vue anthropologique ou autre, parce qu'on écoute le résumé ou des explorations qui viennent de toutes ces données-là, qui viennent d'humains finalement, ou est-ce qu'au contraire, le terme anglais serait dumb it down, on est en train de, vu qu'on cherche quelque chose qui prend la moyenne de tout ce qui existe, finalement c'est inintéressant, puis on n'aura jamais les erreurs, on n'aura jamais une exploration intéressante qui sort de l'ordinaire, parce que justement, on va rester trop proche de tout ce qui a déjà été fait. Donc est-ce que... Ça dépend s'il y a... Pardon, vas-y. Ouais, OK. Je ne sais pas, j'ai l'impression pour cette idée-là du danger d'homogénéisation, une analogie que j'aime bien faire, c'est celle de l'alphabet. Donc, en fait, à partir du moment où on s'est entendu on a un alphabet, on a 26 lettres, à partir de là, on va on va créer des mots qui nous permettent de communiquer. En fait, on pourrait se dire c'est complètement limité, tu as 26 lettres, mais en fait, tu peux faire une infinité de mots avec tes 26 lettres. Donc, je pense que dans le contexte de l'IA, même si, oui, il y a les données d'entraînement qui viennent créer certains biais, mais en même temps, l'espace des possibles. Donc, moi, je le vois vraiment comme une énorme map, un peu comme de l'inconscient collectif que l'on aurait, mais qui a été encodé, puis qu'on peut naviguer de différentes manières. On peut interagir avec de différentes manières, mais elle est tellement énorme parce qu'en fait, c'est comme si on avait pris une quantité astronomique de données, puis on va juste voir c'est quoi les patterns, les structures sous-jacentes. Puis en fait, on trouve des manières d'interagir avec, qui fait en sorte que je crois que pour avoir expérimenté de plus en plus avec, j'ai l'impression qu'il y a complètement manière d'être créatif et de créer du contenu qui nous permet de voir différemment le produit de la créativité humaine duquel ça a été appris. Là. Christine? Ouais, c'est bon. Moi, je souris depuis le début parce que ça me rappelle d'une conversation que j'ai eue il y a même pas 1h30. Donc, je terminais un cours de composition justement avec j'ai eu beaucoup de doctorantes, des gens à la maîtrise, mais les cours qui m'ont appris le plus en fait en tant que pédagogue, c'est souvent les étudiants au niveau bac. Donc, c'était le premier cours de composition mixte avec Ruby et Marin qui verront la vidéo. Et puis, et Marin qui m'a posé une grosse question de dire qu'est-ce qu'on va faire plus tard? C'est quoi? Puis surtout dans un métier comme la musique, on peut se dire c'est pas. Puis je dis, écoute, regarde, on ne sait pas. Je veux dire, moi, jamais j'aurais pensé aussi, j'ai une formation de musique, mais là, je me retrouve à prononcer ou à participer à une table ronde pour parler de l'IA. Puis je dis, c'est quoi le thème? Je dis, IA et créativité. Puis là, en descendant la côte de la salle Claude Champagne, on a discuté un peu de ça. Puis c'est des gens qui sont intéressés, comme la plupart des étudiants qui viennent chez nous, par la musique à l'image, pour jeux vidéo, etc. Ils disent, quelle va être ma place dans 5 ans, dans 10 ans? Si je peux être remplacé par une machine, j'ai dit, nous, on t'apprend justement, déjà qu'on ait eu cette discussion-là. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'aurait pas eu cette discussion-là de dire, c'est quoi la valeur de qu'est-ce que je fais en tant qu'humain dans ma pratique? Qu'est-ce qui est apprendre des règles? Parce que souvent, les étudiants au premier cycle, on enseigne la création. On n'étudie pas
la musique comme un objet qu'on étudie, mais on l'étudie en la faisant. Et puis, pour beaucoup, c'est assez déstabilisant, la création, parce qu'ils veulent avoir des barèmes, de dire, ben, la bonne réponse, c'est A, la moins bonne réponse, c'est B, puis C, tu coules ton examen, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne quand on est en création en tant que tel. Donc, je peux comprendre qu'ils ont besoin de stabilité. Mais là, il y a quand même plus d'incertitude qu'avant, parce qu'avant, c'était suivre les règles, suivre une recette et dire, bien, si vous écrivez de telle manière, vous avez vos concepts d'harmonie, d'orchestration, de contrepoint, mais vous pourrez travailler pour faire de la musique à l'image, du documentaire, du jeu vidéo, etc., etc. Tandis que là, ils voient, les recettes peuvent être reproduites assez facilement par la machine. Donc, où est ma place en ce moment? Est-ce que je veux perdre mon job? Je dis, c'est l'occasion de commencer à voir qu'est-ce qui t'émeut comme personne et comment tu te vois dans le monde et c'est quoi ton apport esthétique. Et après ça, tu t'adapteras à quelque part. Et puis ça, c'est le genre de discours que normalement on avait plus tard, quand il y avait un peu de maturité, quand il y avait eu un peu de premières expériences sur la scène, où est-ce que il y a entre un idéal de l'œuvre qui va révolutionner la planète et la réalité que non, ça n'a pas révolutionné la planète, mais il y a une pratique de terrain. On arrive à une maturité de savoir qu'est-ce qui compte pas dans une pratique artistique. Mais là, je trouve, malgré la naïveté, et je dis ça, c'est pas péjoratif du tout, la naïveté de certains plus jeunes qu'on reçoit maintenant, ou est-ce que peut-être pas le bagage qu'on avait encyclopédique en rentrant à l'université, il y a moins de formation musicale au Québec depuis 20 ans, on le sent, mais la pertinence des questions qu'on pose, c'est quoi la raison d'être de qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je peux me démarquer, c'est quoi être singulier à quelque part dans ce monde. Je dis que c'est un peu grâce aussi à l'IA qu'on a ces discussions-là aussitôt dans un processus de création. Puis ça, je parle de la musique, mais ça pourrait être dans n'importe quelle discipline. Donc, quelque part, tu es en train de dire que si on voit que l'IA est capable de reconnaître les motifs, les patrons et les recettes et les données, ça va pousser aussi l'humain à essayer d'être encore plus inventif et de s'éloigner ou alors de chercher d'autres façons de faire parce que sinon, ça, c'est facile, ça se fait avec n'importe quelle IA. Moi, je veux faire quelque chose de différent. Il va falloir que j'aille au-delà de cela. Là où est-ce que j'ai 100% confiance, c'est que l'art est probablement une des choses qui nous différencie du reste des animaux. Probablement. Il y en a sûrement d'autres. Je ne suis pas anthropologue, je ne pourrais pas... C'est pas... Chose certaine, que ça soit rentable, que ça ne soit pas rentable, qu'on en fasse carrière, il y aura un désir d'expression artistique qui va venir de l'humain. Ça, je pense que je reviens à ma première diapositive qui parle de la grotte à quelque part. Ça va être là. Je suis tout à fait d'accord. Ça c'est sûr et certain. Puis ça fonctionne aussi bien quand on a en tête comme modèle la peinture, les arts visuels. Tout à fait. Non, moi, je parle vraiment musique, au sens très large. Comme j'ai dit, c'est macro. Des gens qui perdraient leur travail. Au 19e siècle, avec l'arrivée de la photographie, il y a des peintres qui étaient spécialisés en portrait, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'obtenir son portrait que de demander à un peintre. Donc, ils ont commencé à faire des paysages, de l'abstraction, ils ont fait autre chose. Puis au début, même des personnes, de grands critiques d'art, de grands poètes comme Baudelaire, qui disait que la photographie, c'était nul, ce que ça produisait comme image, parce qu'on n'y voyait pas l'âme de l'artiste. C'était le travail de l'outil, bien exécuté, mais froidement exécuté. Puis on a de très grands artistes qui font de la photographie. Donc, les humains, ils se sont déplacés, ils ont utilisé autrement la photographie. Et tout ça fait que moi aussi, j'abonde dans le même sens. S'il y a une chose que les humains n'abandonneront pas, c'est la création artistique. Ça, c'était ma certitude. Là où est-ce que j'ai un doute, par contre, c'est est-ce que, en tant que public, parce qu'on peut créer, en fait, on peut être compositeur puis mettre nos partitions dans un tiroir ou en tout cas, et ça va être vu et ressenti par personne parce qu'il y a aussi quand même un désir de vouloir partager cette vision du monde ou cette expérience-là avec d'autres. C'est là où est-ce que j'ai le doute. Est-ce que le public va rechercher ça? Est-ce que ça va être une qualité qui va être recherchée de dire, il y a une réflexion, il y a un désir humain qui est là. Il y a pour faire partie de l'équation, à plusieurs étapes dans le processus, peu importe. Mais chose certaine, c'est que les gens vont vouloir créer. Est-ce qu'il y aura un public pour cette création-là? On verra bien. À la sortie de la pandémie, on pensait que les arts vivants allaient avoir un ressort de dire, écoute, on a été confinés, et puis on voit en fait que les gens préfèrent plus souvent que non rester à la maison, regarder Netflix, même après la pandémie.
ce soir, c'est peut-être une exception à la règle, et c'est super. Mais il demeure néanmoins, il y a quand même une incertitude à ce niveau-là par rapport à est-ce qu'il y aura un public ou qu'est-ce qui est reconnu. Parce qu'en fait, on le sait, c'est les nombres de billets qui sont vendus. Politiquement, on est rendu là à quelque part. Je me rappelle d'un article qui avait fait un tollé en, je pense, 2011. C'était Nathalie Elgrabi-Lévy qui écrivait dans le Journal de Montréal, disant mais, si un artiste n'est pas capable de mettre du beurre sur ses épinards, ça veut dire que c'est un hobby, laisse quelqu'un qui est capable de faire de l'argent. Dans un contexte, on revient que c'est un peu une nécessité, un talent à développer et tout ça. Est-ce que c'est ça l'unique critère? Dans un monde où c'est le critère de qualité d'une œuvre, oui, j'ai un peu peur pour l'IA. Si ce n'est pas, ou si on peut recommencer à avoir ces discussions-là en tant que société, parce qu'on les avait. Là, maintenant, il faudrait peut-être commencer à réajuster le discours. Je vois ça plutôt d'un bon œil, parce que le désir de créer va toujours être là, d'une manière ou d'une autre. Ouais, pour rebondir là-dessus, j'ai l'impression qu'aussi, avec l'IA, on peut générer tellement beaucoup de matière que ça va faire en sorte que, tu sais, on vit déjà ça, le overflow d'informations, où est-ce qu'on a de la difficulté, en fait, à choisir qu'est-ce qu'on va consommer tellement il y a de choix. Donc, j'ai l'impression que ça va mettre une espèce de pression sur le fait de devoir se démarquer par rapport à l'intention créative que l'humain va avoir avec ces outils-là. Parce que sinon, ben, effectivement, si c'est facile en démocratisant l'accès à la création avec les outils de l'IA, d'avoir des milliers d'images qui sont intéressantes à voir, ben là, je pense que ce qui va attirer l'attention au fil du temps, ça va être effectivement un travail où est-ce qu'on va être capable de potentiellement reconnaître l'intention humaine et vraiment le travail qui va avoir été mis en comparaison avec justement une surcharge d'informations. Puis, je pense que c'est ça que l'outil nous amène à faire comme pression sur l'humain pour s'adapter. Puis, je suis complètement d'accord avec le fait que le désir de création va toujours perdurer. Donc, ça va nous permettre de transcender l'outil. Il y a déjà un public, il y a déjà des artistes qui travaillent avec l'IA. Je parlais de Refik Anadol tout à l'heure, avec son exposition magistrale au MoMA à New York. Il y a déjà des artistes qui jouissent d'une reconnaissance. Puis quand il y a reconnaissance du marché, de l'institution, il y a un public qui suit. Ah oui, mais de quelle manière? Mais une culture en santé, c'est quand il y a une scène officielle et qu'il y a une scène off, et c'est souvent la scène off où les choses intéressantes se passent. Ben, tu commences par être off avant d'être officiel. Oui. On est d'accord, on est d'accord. On est complètement d'accord là-dessus. Justement, ça me permet de passer à une autre question qui est directement en lien avec ça. Je vais sauter un peu dans l'ordre ici, on s'en fout. C'est justement, Christine, tu parlais du MoMA, Refik Anadol qui expose au MoMA. Donc, parlons de l'IA dans nos musées, dans nos librairies, bibliothèques, dans nos salles de concert. Est-ce que l'IA a sa place là? J'espère peut-être que ça va être une question sur laquelle vous ne serez pas tous d'accord pour avoir un petit peu de désaccord. Donc, je vous encourage à être radical dans votre opinion, mais est-ce que l'IA a sa place dans les musées? Et en particulier, peut-être l'IA aussi, où il y a vraiment une intervention minime de l'humain. On peut même penser à des œuvres créées presque entièrement bouclées fermées par de l'IA. Ça donne quelque chose qui peut-être certaines personnes veulent voir. Il y a des musées qui vont décider d'aller avec et exposer ça. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vois qu'Antoine... Ben, je ne sais pas. En tout cas, quand tu parles d'œuvres uniquement par IA, parce que j'ai l'impression que on va voir de plus en plus des artistes qui vont utiliser dans différentes parties de leur processus créatif l'intelligence artificielle, puis qui vont être présents dans les musées. Après, je pense que la question est intéressante si, bon, une œuvre absolument complètement générée par IA en boucle fermée, pour moi, ça devient un peu une nouvelle forme d'art conceptuel, en fait. J'ai l'impression que, OK, j'ai un concept, je me dis, OK, parfait, je vais créer cette espèce de structure chimérique-là où j'ai une IA qui communique avec une autre, puis ça, dans le but de créer quelque chose d'imprédictible. Et donc, si je fais écho avec l'importance du contexte, dans un bon contexte, si justement, en fait, l'idée créative humaine derrière devient le concept, puis après, tu as l'IA qui est une manifestation de ce concept-là où on utilise les nouveaux outils. Donc, j'imagine que c'est des choses qui vont se voir absolument. Oui, je suis d'accord. Karim, si tu espérais un dissensus, ça tombe mal avec ça parce que je suis totalement d'accord. On peut vraiment voir ça comme une forme d'art conceptuel où c'est l'intention au point de départ qui est à l'origine. Donc, mon espoir repose chez Pierre. Est-ce que tu es d'accord aussi avec ça? Pierre, sois J'ai pas d'opinion. Non, mais en fait, je crois qu'à quelque part, le rôle des grandes institutions aussi, c'est
à tort ou à raison, mais je veux dire, c'est quand même le but des grandes institutions, c'est de trouver les marqueurs, les jalons de l'expérience humaine sur Terre. Je veux dire, c'est quand même les humains qui créent ces grandes institutions-là, c'est pas l'IA, jusqu'à maintenant. À voir. Là, on est peut-être, je n'ai pas envie d'aller trop loin avec l'IA qui génère l'IA, qui génère l'IA, mais pour l'instant, je veux dire, si une œuvre a marqué une époque donnée, je pense qu'elle a sa place dans une institution. Là, est-ce que les institutions ont la capacité de reconnaître qu'est-ce qui marque une époque? Ce n'est pas à moi de décider, je ne suis pas dans cette position-là. En tout cas, oui, je suis prof à l'université, mais à part ça, Nous sommes l'institution. en même temps, on est l'institution. Mais si c'est une œuvre qui a marqué une époque et qui est pertinente et qui nous permet de mieux comprendre quel était l'état de l'art, le state of the art en 2023, pourquoi pas? OK, donc ça n'a pas marché. Je vais essayer de trouver une autre question qui va peut-être, vous allez avoir des avis différents par rapport au droit d'auteur de l'IA. Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui autour du fait qu'on devrait donner aux robots aussi des droits? Est-ce que même des gens qui se posent la question, est-ce qu'une fois qu'un robot qui fonctionne, est-ce qu'on peut juste aller l'éteindre? Peut-être qu'il y a une conscience derrière. On va loin avec ça. Je pense qu'on oublie parfois qu'il y a des êtres humains dans d'autres coins du monde qui n'ont pas les droits minimaux. Mais pour revenir à cette question ici, est-ce que vous pensez que l'IA aurait droit à avoir une forme de droit d'auteur? Et donc, si je compose avec l'IA, il y a un droit d'auteur partagé entre un artiste et... Donc, ça, c'est bien. Non. Non, radical. Pas de droit d'auteur. Moi, ma position fondamentale, c'est pas de droit d'auteur du tout. C'est pas de droit d'auteur du tout. Ni pour les humains, ni pour l'IA. Oui, là, t'es pas le seul. Il y a plusieurs artistes. Je pense qu'on est dans le zeitgeist, puis qu'on ça commence à marcher tous ensemble. Puis, moi, j'allais dire, il n'y a même pas de droit d'auteur pour les humains, vraiment, tant que ça, à moins d'avoir 3 millions de clics sur je sais pas trop quoi. Je veux dire, rendu là, déjà même avoir une œuvre qui a été créée devant le public et tout ça, et que tu vois le chèque de la Socan et que tu as à peine à t'acheter une bière pour l'année, pour le travail. Il n'y a déjà pas de droit d'auteur pour les humains, on va commencer là. Puis par rapport au droit d'auteur, même dans ma discipline, un des termes qui était utilisé, c'était la comprovisation. Je collabore avec des interprètes. Est-ce que les interprètes sont co-auteurs de mon œuvre parce qu'ils ont donné? Donc, on n'est même pas rendu là dans le débat. En fait, pour l'instant, le compositeur ou la compositrice qui signait l'œuvre de son sang à la fin, opus 1, opus 2, opus 3, même la notion d'œuvre, maintenant, elle devient un peu vraiment différente. Quelqu'un pourrait faire une œuvre le reste de sa vie, mais avoir des différentes versions qui vont s'adapter à différents lieux. Donc, même la question de co-auteur entre interprètes et compositeurs dans ma discipline n'est pas encore résolue, on en parle. Okay. Mais bon. La notion de co-auteur, si on pense, par exemple, dans l'art conceptuel, à l'artiste Sol LeWitt qui faisait de la sculpture, et on est dans les années 1970, là. Qui est résolu, c'est-à-dire qu'on peut en faire le constat intellectuellement. Il te vendait sa sculpture et tu avais sa sculpture et qui était comme une sculpture murale, c'est-à-dire une abstraction peinte sur le mur. Donc, il te vendait le DIY, faites-le vous-même. Tu achetais son concept. C'est un artiste qui faisait Sol LeWitt. Tu l'achetais, puis l'intelligence artificielle, ça peut faire penser à ça aussi. C'est-à-dire que lui gardait son droit d'auteur. Toi, tu n'as pas le droit d'auteur, ce n'est que l'acheteur de l'œuvre qui l'a exécuté toi-même, mais tu l'as exécuté parce que ça fait partie de l'intention de l'artiste de te faire exécuter son œuvre qui est chez toi, qui est sur le mur de ta maison, qui t'appartient. Tu l'as peint toi-même, tu as mis ton temps, ta sueur. Tu n'as pas de copyright là-dessus. C'est que la personne qui a acheté l'idée de l'artiste. Donc, ça fait longtemps. Là, je parle ça s'est fait en 1970. Mais dans ce contexte-là, c'est pas un peu comme une reproduction, en fait? Tu sais, dans le sens où l'artiste a fait son œuvre, puis il t'invite à la reproduire chez toi d'une certaine manière? C'est pas, si je comprends bien, c'est pas... L'artiste t'invite à faire ce qu'il aurait pu faire. OK, ce qu'il aurait pu faire, mais tu n'es pas en train de reproduire. De toute façon, depuis le numérique, la reproduction, ça devient comme le double de l'original. Mais ce qui est intéressant dans la question, puis c'est une question qu'on se posait peut-être un peu moins,
C'est l'IA, le fait qu'elle génère des idées, ça qui est rarement le cas. Si on prend la posture que l'IA est un outil qui peut servir, par exemple, un processus de création, il n'y a pas d'outil neutre, peu importe lequel qu'on utilise, que ce soit un crayon ou que ce soit un piano lors de la composition, ça laisse une trace sur un processus créatif donné. Et puis ça, quand il y a des arguments avec certains collègues, je dirais, qui font la promotion d'une certaine tradition, une certaine façon de faire, et qui me disent, ben oui, mais travailler juste avec l'ordinateur, je ne parle même pas de l'intelligence artificielle, qu'on perd, je dirais, le processus de pensée, la démarche de création, mais honnêtement, juste faire crayon papier sur une partition, ce n'est pas neutre. Ça impose certains choix et certaines musiques qui vont être créées. Donc, si on prend l'IA comme un outil, un simple outil, je ne suis pas inquiet. Là, la grosse différence, par contre, c'est justement la génération d'idées et comment elles vont être utilisées. Et la question d'auteur, c'est une question fascinante. Et à mon avis, c'est probablement une des premières fois de l'histoire qu'on se pose cette question-là. C'est vraiment la notion de, OK, il y a quelque chose qui peut générer réellement du contenu. C'est quand même assez étourdissant. Donc, il faut juste séparer les deux choses entre, est-ce que c'est un outil? Si oui, il n'y a pas d'outils qui sont neutres. On travaille, c'est un compromis, un outil. Mais si on parle de l'IA comme quelque chose qui génère à 100%, là, on est comme complètement dans un autre ordre d'idée. Ouais. Mais j'ai l'impression que dans le contexte actuel, il faut se rappeler que les modèles qu'on utilise sont inanimés. On a besoin d'interagir avec pour qu'il y ait quelque chose qui sorte. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas, dans mon travail même scientifique, où est-ce que je vais faire des explorations théoriques, où est-ce que, en fait, l'IA peut avoir des idées intéressantes. Ces idées-là, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sortent du fait que je vais avoir posé les bonnes questions. Puis moi, je trouve qu'il y a beaucoup un changement que je trouve particulièrement intéressant avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'au lieu de uniquement trouver les bonnes réponses, c'est vraiment apprendre à poser les bonnes questions. Puis en apprenant à poser les bonnes questions, puis en disant, bon, mais regarde, moi, j'ai envie de mélanger tel concept avec tel autre concept et tel autre qui n'ont jamais été mélangés ensemble. Propose-moi des avenues intéressantes où tu vas fusionner ces concepts-là. En fait, est-ce que l'idée, elle vient vraiment de l'IA ou c'est plutôt en fait l'humain qui a trouvé la manière d'aller piquer à la bonne place dans l'architecture du réseau de neurones de manière à avoir une interaction qui est fructueuse avec l'outil. C'est super intéressant. Je ne vais pas rebondir parce que là, c'est encore la même question, on s'entend. Mais même dans le cas de figure que tu as présenté, Karim, une IA qui génère une IA qui génère une IA, il y a quand même eu à la racine quelqu'un qui a posé un geste. Puis je ne vais pas revenir à John Cage encore, c'est le compositeur qui a peut-être fait l'œuvre avec rien, mais qui a aussi créé une œuvre qui se répand, je pense, sur 5 siècles, où est-ce qu'il y a un changement d'accord à peu près à tous les 10 ans, et quand il y a un changement d'accord, les gens se réunissent à l'église pour « l'accord a changé », mais il y a quand même eu un geste créateur pour une pièce qui va durer 500 ans à peu près. Donc je pense qu'il y a quand même le geste initial. Là où on va être avec HAL, HAL 9000, c'est ça, où la machine va réellement dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je me crée une œuvre d'art et juste parce que ça va comme ça, sans qu'il y ait eu le geste initial. Mais il y en a toujours un à quelque part, le geste initial humain, de lancer, en fait, de poser les bonnes questions. Ou, je dirais aussi au bout de la chaîne, de faire des choix. Et de mise en scène, on est encore quand même dans cette optique-là. Même pour des trucs qui sont 100% générés, il y a quand même eu un geste générateur au départ qui était humain, ou probablement un geste humain qui va mettre en scène qu'est-ce qui a été généré. C'est lui qui a le copyright. Je vais m'acheter une bière à la fin d'une année avec le copyright que je vais avoir avec ça. C'est bien. Super. OK. Donc, ce sera maintenant ma dernière tentative d'essayer de voir aussi, s'assurer que vous êtes peut-être même pas du même avis tous les trois. Ce serait ma dernière question. Puis après, on va ouvrir au public pour poser vos questions. Donc, commencez déjà à réfléchir à vos questions. S'il vous plaît, des questions courtes. Comme ça, on va avoir le maximum de questions. Il y a 2 micros des 2 côtés. Donc, ma dernière question, ce serait de vous demander si... Finalement, quand on voit la qualité et les prouesses de l'IA générative, que ce soit en musique, que ce soit en art visuel ou en création de textes, de narration, de poésie, quand on voit la qualité qu'on peut avoir aujourd'hui, est-ce que quelque part, ça pourrait démystifier la magie derrière cette créativité humaine en disant finalement, on était tellement impressionné par des personnes qui arrivaient à faire de la photo comme ça, ou des tableaux comme ça, ou une musique comme ça, mais finalement, c'est quelque chose, c'est juste à base de patterns, on apprend ce qui a été fait, on donne plein d'exemples, une machine est capable de le faire. Est-ce que finalement,
et c'est une question provocatrice, je fais exprès, j'essaie d'avoir un avis différent ici, mais est-ce qu'on peut dire finalement, la créativité humaine, c'est pas aussi incroyable que ça au final? Moi, je pense que c'est juste un miroir où est-ce qu'on apprend à transformer nos définitions. Puis qu'en fait, tu sais, des fois, il y a l'espèce d'idée, ah, tu veux faire de la neuroscience sur la créativité ou sur les psychédéliques ou sur des états qui ont un côté mystérieux. Genre. Ben là, c'est comme si ça allait démystifier l'état ou démystifier le concept. Puis moi, ben, à chaque fois, je me dis, en fait, c'est impossible parce que même si je vais démystifier, c'est juste un voile qui s'ouvre, puis c'est sûr qu'il va en avoir un autre derrière. Tu vois, j'ai l'impression que c'est en fait ces concepts-là de la créativité, puis du lien entre la subjectivité puis de l'intentionnalité dans la créativité, c'est indémystifiable. Genre, tu peux démystifier une partie, tu peux avoir l'impression de démystifier, mais il va toujours avoir un nouveau mystère qui va apparaître du fait qu'on est vivant puis qu'on est en train de se poser des questions constamment. Donc, j'ai l'impression que il ne faut pas avoir peur de démystifier en ayant l'impression qu'après, il n'y aura plus rien de mystérieux. Genre, j'y crois pas vraiment. Donc, je résume non. Non. OK, très bien. Est-ce que je vais avoir un oui? Hélas, Non, c'est non pour j'aurais moi tout aussi. essayé ce soir. Non, également. OK, parfait. Donc, c'est des réponses courtes, c'est ça qu'il nous faut aussi, parce qu'on veut avoir le maximum de temps pour les questions avec l'audience. Je vois qu'il y en a déjà quelqu'un ici, donc on va passer à ouvrir les questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas aussi à vous mettre derrière les micros, à droite et à gauche, pour poser vos questions. On va Une petite s'assurer que question le micro ouverte concernant les moments Eureka. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, les machines, je connais bien parce que j'ai un doctorat en intelligence artificielle. Donc, ils sont capables d'une certaine forme de création moyenne. Là. Ils ramassent, puis soyons certains, les droits d'auteur n'ont pas été respectés à aucun endroit là-dedans. C'est une vaste opération de piratage. C'est sur Internet, ça nous appartient. Et les gens qui ont fait ça le savent très bien. Ils ont des avocats. Ils savent qu'ils ont des milliards de dollars. S'il y a des poursuites, on verra dans 10 ans, on donnera des sous, les petites miettes qui resteront. Là. Mais c'est une opération de piratage à l'échelle globale. Là. Les œuvres, qui soient, par exemple, les livres électroniques, tout ça, ça a été piraté. C'est sorti un peu récemment. Musk a dit, vous savez, OpenAI, ouais, ils ne se sont pas limités juste aux œuvres qu'ils ont pu trouver sur Internet et qui étaient libres de droit. Ils ont tout pris. Et ces gens-là disent, ça casse, c'est pas grave, on paiera plus tard. Et ils savent très bien, les exemples sont nombreux. Quand ils payent après des années, OK, 10 ans avec des bons avocats, des recours, des appels, des rappels, on n'en finit plus, ils finissent par payer des peanuts. Ils vont en faire des milliards. Ça c'est la première chose à dire. OK? La deuxième, je pense que le cerveau humain a encore des choses à cause de nos 10 exposants, 15 connexions, on n'a pas ça encore dans les modèles. Mais on serait capable éventuellement de rivaliser en créativité avec ce que j'appelle les moments Eureka. Okay? Mais c'est qui les moments Eureka? Ce n'est pas de grand monde. Hein? C'est Dali, c'est Einstein, c'est Edison. Okay? Mais il y a beaucoup de gens comme ça dans la population quand même. Mais si on arrivait à récupérer toutes ces idées-là, je pense qu'il y a un pouvoir de créativité énorme encore chez les humains. Merci. Merci pour votre commentaire. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Le moment Eureka Ben, moi, j'encourage tout le monde à avoir des moments Eureka. Avec un croissant et un jus d'orange. Ça revient à la question de la créativité. Le moment Eureka, c'est qu'on fait une connexion qui était insoupçonnée, puis qu'on dit « Ah, il y a quelque chose qui marche. » Ouais. Donc, Puis souvent, un petit sommeil avant, c'est utile pour faire ça. Il faut qu'on apprenne à nos machines de dormir un petit peu plus aussi. Je pense qu'il y avait une question de ce côté-là. On va alterner des deux côtés, à droite et à gauche. Et s'il vous plaît, encore un rappel, des questions courtes si possible, pour donner la chance à tout le monde de poser leurs questions. En fait, moi, je voulais revenir au titre de la présentation. Créativité humaine, intelligence artificielle, compétition, synergie. Si je comprends bien, on est plus dans le domaine de la synergie. D'après ce que j'ai entendu, des réponses aux questions que vous avez posées, j'en suis. Moi, le questionnement qui me reste, c'est qu'en est-il de la propriété intellectuelle, puis des gens qui sont des gens pas honnêtes, là, je dirais, et qui pourraient s'attribuer des choses ou dire que c'est leur création quand c'est pas leur création. Bon, là, peut-être qu'il y en a qui vont savoir que j'étais prof au cégep. Donc, quand ChatGPT fait le devoir à la place de... Bon, enfin bref, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est indétectable
Donc, la propriété intellectuelle, c'est ma question. Qu'est-ce que vous pensez de si on est en synergie, puis j'en suis, on s'en va où avec les tricheurs? En fait, il y a les tricheurs, puis il y a aussi, monsieur y a fait allusion tout à l'heure, là, les profiteurs. Je mentionnais dans une de mes diapositives la question des batailles juridiques, des nombreuses plaintes qui sont déposées dans le cadre des arts visuels. Il y a des artistes qui ont déposé des plaintes. Il y a eu un cas récemment, 3 artistes qui considèrent qu'ils sont fait carrément pirater par l'intelligence artificielle. Et ils n'ont pas eu gain de cause parce que il y avait trop d'images qui avaient nourri l'intelligence artificielle. Lorsque c'est à partir d'un artiste, parce que l'intelligence artificielle est très bonne pour travailler à la manière de. Donc, la première œuvre que je montrais, Rembrandt, ben, ça a été produit avec que des œuvres de Rembrandt pour générer un Rembrandt qui n'existait pas, créé de toutes pièces. Donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Si Rembrandt avait été vivant et que ça avait été fait à son insu, il y aurait eu la cause parfaite, puis il y aurait eu gain de cause, il aurait pu poursuivre, c'est bien évident. Puis, dans certains cas, il y a des artistes qui ont gagné leur cause. En fait, c'était des imitations de leur travail. Un artiste de la ville de Québec, tout récemment, des genres d'imitation de ses œuvres. Et l'intelligence artificielle n'avait été que nourrie que de son travail à lui. Puis lui, bien évidemment, il a gagné. Mais bon, ce sont des gens qui se lancent dans des poursuites. Bon, donc ça, c'est le cas des profiteurs. Le cas des tricheurs, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre. Moi, le titre en tant que tel aussi, on parle de compétition ou de synergie, qu'on a parlé plutôt de synergie. Moi, je n'aime pas le titre parce qu'il ne devrait pas avoir un « ou », mais un « et ». Compétition et synergie, parce que moi, je sens que c'est les deux à la fois. La compétition fait en sorte que je réagis au milieu. En étant en création, on réagit au milieu. Créer un Rembrandt, même manuellement, en 2023, on pourrait dire, OK, il y a un savoir-faire, mais est-ce qu'il y a une pertinence artistique en 2023 de créer un Rembrandt? Peut-être. En tout cas, il faudrait voir. Moi, la compétition, je le sens à dire, bien, je réagis, je dirais que, OK, qu'est-ce qui était considéré comme un savoir-faire humain ne l'est peut-être un peu moins parce qu'on est capable de le limiter assez facilement. Moi, ma réaction, honnêtement, c'est là, j'assume une certaine forme de minimalisme que je ne faisais pas avant. Avant, on était dans l'archi-détail, on voulait montrer qu'on avait un savoir-faire. Moi, non, j'ai envie de dire, je suis dans la musique pauvre en ce moment parce qu'il y a tellement d'accumulation de données dans le milieu et tout ça, de dire, ben, je préfère trouver des matières qui me touchent, mais qui sont très pauvres à quelque part dans ma démarche de création. C'est la compétition qui a créé ça. Mon réflexe, je dirais, à cette compétition-là, là où il y a synergie, c'est comment est-ce que je peux l'intégrer. C'est, en anglais, on dit keep your friends close and your enemies even closer. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un peu ça le rapport que j'ai à l'IA. C'est d'ignorer qu'elle existe, c'est jouer un peu à l'autruche. C'est de la garder proche dans mon processus de création, juste pour que je comprenne et que je maîtrise la bête au minimum, de comprendre qu'est-ce qu'elle peut et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Et la compétition, c'est comment est-ce que je suis capable de réagir et trouver ma place dans ce nouveau contexte donné. Donc, pour moi, il n'y a pas de « ou », il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Excellent. Prochaine question. Bonsoir. J'espère qu'on m'entend bien. OK, c'est un peu mieux. J'aimerais savoir quel degré de confiance est-ce qu'on pourrait réellement attribuer à... Surtout lorsqu'on traite d'informations sensibles, par exemple dans un cadre commercial, des entreprises qui aimeraient savoir à quel point est-ce que tu peux faire confiance à l'intelligence artificielle avec laquelle tu interagis. Et je sais qu'on pourrait arrêter ça à la base de données sur laquelle les intelligences artificielles ont été basées, dont, disons, leur fondation en termes de base de données. Mais est-ce qu'on pourrait aussi... Disons que beaucoup d'entreprises sont sceptiques par rapport à la divulgation des informations sensibles par rapport à leurs éléments, entreprises, etc. Est-ce qu'on pourrait réorienter notre perspective autre que la base de données ou ça relève basically juste de ça? Merci. Des éléments de réponse? Antoine.
C'est pas mon domaine tant que ça, je veux dire. Ouais. Donc, c'est par rapport à la précision et de la fiabilité. Karim, je pense qu'il y a une bonne réponse. Si on peut être confiant de ce que nous donne l'intelligence artificielle quand on l'utilise, en particulier dans le milieu industriel, ou c'était ça, hein, le cœur de la question. Oui, je suis 100% conscient que c'est particulier comme question, mais j'ai constaté parce que j'ai parlé à plein de personnes, parce que je me lance justement là-dedans. Puis l'un des éléments les plus touchy, en guillemets, c'est cet aspect-là. Le fait que, déjà, à la base, il y a un niveau de... Une certaine forme de réticence de la part de chacun à partager les informations parce qu'on demeure dans un esprit, un contexte compétitif. Mais il y a aussi justement le point de synergie ou le fait qu'on collabore et qu'on, par exemple, interagisse avec l'intelligence artificielle qui peut nous amener à des meilleurs surplus. Mais il y a toujours ce... Est-ce que je me mouille et j'essaye? Mais là, s'il y a il y a un data breach, then what? Et là, justement, est-ce que l'intelligence artificielle sera punie? Non. Donc, non. Je comprends bien, c'est pas tant à quel point on peut faire confiance aux réponses de l'intelligence artificielle, mais plutôt à quel point on faut être inquiet de l'IA qui pourrait utiliser nos données sensibles. Par exemple, est-ce que c'est ça la question? Ça, c'est un des multifacteurs. Oui. Ah, on a un élément de réponse ici. Ouais, bon point. Merci pour les interventions. On va continuer avec les questions ici. Je veux m'assurer qu'on a le temps d'avoir les questions de tout le monde. Très bien. Donc, ma question est plutôt par rapport à, justement, dans l'art. On a vu dans le Moyen-Âge, ou dans la Renaissance, avec la Réforme, l'art était vraiment devenu un outil de propagande. Maintenant qu'on est capable de générer justement des choses qui sont pratiquement indissociables de travail d'artiste véritable ou bien de contenu documentaire construit de toutes pièces, ma question est finalement, c'est quoi l'apport justement des institutions puis des autorités par rapport à justement ces constructions finalement qui sont très dirigées, comme on l'a dit. Le AI est extrêmement bien pour dire soit à la manière d'eux ou bien répondre à des directions extrêmement précises. Comment est-ce qu'on fait face à un flux d'informations comme ça qui est 50, 75, 100% faux, tandis qu'on n'est plus capable de voir à travers? Est-ce qu'on est vraiment en train de se dresser le voile ou en train de faire face au mur de la grotte? Donc, votre avis là-dessus? Je dirais au plan institutionnel, il y a quand même moyen, ça ne nous a pas complètement échappé, de réguler le processus. Si on reprend l'exemple de Réfé Canada avec son œuvre au MoMA, c'est l'intelligence artificielle qui a généré des images abstraites en mouvement à partir d'œuvres de la collection du MoMA, le musée ayant pris ses précautions. Ce sont ces œuvres pour lesquelles les droits ont été payés pour les mettre sur son site web. Donc, il y avait comme déjà une limite quant à ce qui pouvait être utilisé, bien que le nombre soit assez impressionnant. Donc, il y a des cas comme ça où, oui, il y a l'institution qui doit inspirer la confiance, qui souhaite que le travail de l'artiste inspire la confiance. Donc là, on est dans un contexte où c'est régulé. Là, si on parle de tout ce qui... Moi, si je vais prendre des choses, puis que je m'installe à Midjourney, puis que je vais piger sur Internet, c'est pas correct, mais il n'y a absolument rien pour réguler tout ça à l'heure actuelle. Au plan légal, par rapport aux normes, on n'a rien. Donc, on s'en va vers l'inconnu quand même. Oui, il y a les droits d'auteur qui existent, mais oui, le code de l'intelligence artificielle complexifie considérablement la question. Même si avec l'exemple que je viens de donner, oui, c'est bien encadré. J'aimerais juste très brièvement... Parce qu'en fait, il y a deux choses que j'ai peut-être pas complètement compris dans la question. C'est en fait, on parlait dans la création artistique, mais après ça, on parle, par exemple, que l'IA peut créer des documentaires à partir de toutes pièces. J'ai mon exemple quand je présentais mes diapositives de mauvaises pratiques.
Si le documentaire est un documentaire conceptuel où est-ce qu'il y a des fausses vérités et que ça devient justement une œuvre conceptuelle, où est-ce qu'il n'y a pas de faits à présenter, fine. Mais en général, lorsqu'on parle d'un documentaire, il y a aussi, je dirais, un code déontologique de ne pas nécessairement complètement dévier. Il y a quand même des comptes à rendre. Donc, c'est deux choses. Mauvaise pratique dans la création artistique, oui. S'il y a une pratique qui demande une certaine éthique à la base, alors là, il y a un problème. Je reviens à la discussion que j'ai eue avec mes 2 étudiants au niveau bac, où est-ce qu'on parle vraiment du sens des choses et tout ça. Si ça peut provoquer comme réaction que nous, en tant qu'institution, on doit armer nos étudiants, nos étudiantes de méthodologie, de comprendre, d'être capable de faire la part du vrai et du faux, par exemple, avec des outils, carrément, être capable d'être outillé intellectuellement pour faire face à un peu cette nouvelle mélange. Je veux dire, on est dans l'ère des fake news, mais encore faut-il être capable de vraiment être capable de distinguer le vrai du faux avec des outils, carrément. Donc, si on est capable d'avoir ce débat-là, tant mieux, parce qu'on voit en fait le réel danger qui nous attend quand en fait n'importe qui peut s'informer sur le web et d'avoir une version de la vérité, mais quand vraiment on creuse un peu plus loin, où est la véracité des méthodes qui sont utilisées, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, à quelque part, le danger est là. Peut-être qu'on prenait les choses pour acquis. Je me souviens, il y a 20 ans, 25 ans, quand je suis revenu d'Europe, j'ai dit à mon épouse, mon Dieu, c'est donc bien beige, le Canada, il n'y a rien qui se passe. C'est comme... Puis là, à voir à quel point, depuis 2016, on est dans un monde instable, entre autres, à cause de différentes vérités, en très gros guillemets, qui sont propagées. Je pense que nous, on a un devoir, en tant qu'institution, encore plus d'armer intellectuellement les personnes de faire la part des choses. Et faire la part des choses en nous mettant en danger aussi en tant que prof. Là, je veux dire, c'est pas que ça. Donc, j'en reviendrai à ça. C'est juste que je ne voulais pas faire croire que les mauvaises pratiques touchaient aussi tout ce qui touche les questions d'éthique et le devoir aussi de transmettre une information qui est véridique dans un processus XY. Mais je pense que notre devoir, encore plus comme institution, c'est d'outiller les gens à faire face à ces nouvelles menaces qui existent, effectivement. Excellent, merci beaucoup. On va passer à une autre question par ici. Bonjour. Je parlais avec un éditeur la semaine dernière. Il m'a dit qu'il sortait un roman graphique avec un auteur qui est physique, et puis avec Midjourney. Et puis Midjourney a fait le travail d'un illustrateur plus rapidement pour moins cher, et puis comme de façon assez fantastique. Fait que ce qu'il m'a dit, c'est tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est d'un designer graphique. Est-ce qu'être un illustrateur de nos jours avec l'intelligence artificielle, c'est être un designer graphique? Est-ce que finalement, un romancier, c'est quelqu'un qui pose les bonnes questions à l'IA? On est-tu rendu là? C'est ça? Je pense qu'il y a toujours une interaction dans le sens où si tu fais juste poser une question puis qu'après ça, l'IA te fait un roman, tu n'es clairement pas en train d'avoir fait un processus créatif. Puis souvent, en fait, le but aussi, c'est qu'il y a une intentionnalité. Donc, si tu as une histoire à raconter, je sais pas, moi, je serais pas vraiment à l'aise que ça soit l'IA qui me dise c'est quoi l'histoire que j'ai envie de raconter. Je vais avoir une intention, puis après ça, il va avoir des allers-retours, donc je peux l'utiliser comme outil. Mais je suis d'accord que dans un contexte de ton œuvre finale, je vois pas nécessairement de problème à utiliser l'IA de manière itérative pour stimuler certaines idées. Après ça, même si j'utilise l'IA dans mon processus créatif, je vais aller sortir de la ville pendant 3 jours, marcher en nature pour m'inspirer aussi. C'est pas parce qu'on utilise un qu'on se déconnecte du reste non plus. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre puis voir à quoi vraiment sert cet outil-là. Mais je suis d'accord que ça peut être dangereux de se dire, bon, ben, OK, j'ai une idée comme ça, j'ai envie de lire le livre La tectonique des nuages de Gaston Bachelard. Il l'a jamais écrit, Gaston Bachelard, mais je peux demander à l'IA de l'écrire. Puis après ça, bon, je vais peut-être avoir des insights intéressants, mais est-ce qu'on veut que tous nos livres autour de nous soient faits de cette manière-là? Je crois pas, clairement pas. Puis la question portait aussi beaucoup sur l'illustration, les illustrateurs, les illustratrices. Est-ce que c'est un métier ou une profession ou un skill qui est en danger? Je pense que c'est un des métiers qui va devoir faire face à des formes d'adaptation peut-être plus intenses que d'autres métiers, j'ai l'impression. Ouais. D'un point de vue psychologie, neurosciences, on sait que dessiner, écrire, utiliser les mains fait quelque chose qui est radicalement différent de générer, bien sûr, quelque chose à partir de textes qu'on va donner à une IA.
Donc il y a peut-être ça aussi à prendre en compte, c'est le processus lui-même derrière ce type de création, parce qu'il y a d'autres, comme tu disais tout à l'heure, c'est un besoin, je pense que tu disais Pierre, par rapport à l'expression artistique et l'art et la création. Dessiner, il y a aussi tout le processus qui va mener à l'illustration au final. Et ça sera peut-être aussi valorisé, on peut l'espérer, globalement par la société. Ouais, ça prend des cas extrêmes comme ça aussi pour baliser les nouvelles pratiques. Je veux dire, si les illustrateurs n'ont pas la capacité d'adaptation, de dire, moi, je suis illustrateur depuis les années 80, j'utilise les mêmes techniques, et puis, c'est pas l'IA qui va me faire changer, là, bonne chance. Si on se met dans une position de dire, ben voici les extrêmes, voici le contexte actuel, et comment est-ce que je suis capable d'adapter ma pratique par rapport à ça, alors là, il y a un discours correct. Il faut que ce discours-là soit public, par contre, parce qu'il faut quand même que le public aussi soit sensibilisé à cette réalité-là. Après ça, on va voir c'est quoi l'opinion générale, ça, j'y crois à quelque part, mais que le public même va dire, ben écoute, c'est assez. On commence déjà à se poser des questions au niveau éthique et l'IA assez sérieuses, des gens qui disent stopper la machine, mais oui. Bon. OK, il nous reste que quelques minutes, donc on va essayer de continuer avec des questions. Est-ce que c'était quel côté? Je ne sais plus, c'était ici, je pense. On va prendre une... Est-ce que monsieur permet que... C'est juste pour être pertinent, là, je me disais que c'était plus simple de la poser tout de suite. Donc, monsieur parlait justement de métier créatif comme le métier d'illustrateur. Est-ce que justement le fait que l'accessibilité et l'utilisation de l'intelligence artificielle a si peu de frais, donc ça coûte pratiquement rien, puis c'est très, très, très prolifique, est-ce que ça ne va pas amener l'obligation, comme société, de se doter de normes qui vont faire en sorte de baliser ou de faire une discrimination positive pour permettre aux créations humaines d'être diffusées plus facilement ou d'être diffusées d'une certaine manière où on va faire la part des choses entre ce qui est une création humaine puis une création purement d'intelligence artificielle. Parce que l'accès actuel à l'intelligence artificielle est tellement simple, tellement facile, c'est tellement prolifique qu'on en vient à être submergé de création d'intelligence artificielle, alors que les créateurs humains, ben, ils ont quand même besoin d'un temps de création pour le faire. Donc, comme c'est un peu une compétition inégale, est-ce qu'on ne va pas devoir se doter de normes pour protéger les créateurs humains? Alors, des On normes. va peut-être essayer de protéger des normes. Évidemment, contrairement à l'intelligence artificielle, les humains adorent l'argent. Et ça, c'est un gros problème. Mais on peut assister à de nouvelles tendances sociales, de nouveaux goûts, des éditeurs qui se feront un trademark avec le fait qu'ils n'engagent que des humains comme illustrateurs. Il peut y avoir des goûts qui se développent en réaction avec ça. Ce n'est pas exclu. Ça fait partie de la définition de la créativité. Donc, la photo analogue en argentique, ça existe quand même. C'est devenu une niche, par contre. Ouais. Et c'est cher, mais ça existe. Ça fait de la résistance. Oui. Mais oui. Ça n'a pas disparu. Ce que je trouve difficile, par exemple, je suis d'accord, je pense qu'il va y avoir des courants où ça va être stampé human-made. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'après ça, si on veut faire de la discrimination positive en disant voici le travail qui a été fait uniquement avec des humains, mais que de plus en plus de créateurs se mettent à utiliser partiellement l'outil sans que ça soit voilà, je le fais de manière instantanée. En 2 heures, j'ai réussi à faire mon roman imagé. Ben là, en fait, ça va devenir difficile de faire la part des choses parce que plus tu as de créateurs qui... Soit ça va être les créateurs qui vont se dire « Moi, je veux rien savoir de l'IA, donc je suis human stamp », ou ben là, soit j'utilise l'IA dans mon processus, mais ça ne veut pas dire que ça va être... je pense que la création prend du temps, puis même si on utilise l'IA, il y a moyen d'avoir des processus créatifs qui sont de différentes échelles temporelles. Fait que je trouve que ça va devenir un enjeu un petit peu difficile à aller vraiment cerner. Il y a le mouvement slow food, puis il y a des gens qui mangent quand même du craft dinner, là, je pense. Donc, OK, je pense que... Alors, on me dit qu'on a moins 1 minute. Donc, normalement, on a fini il y a 1 minute. Parce que c'est déjà moins 2 minutes. Donc, on va prendre une toute dernière question. Puis après, s'il y a d'autres questions, venez nous voir. Pour ceux d'entre nous qui vont rester encore quelques minutes, on sera ravis de discuter avec vous. Bon, j'essaierai d'être bref, mais justement, pour faire un peu le lien avec toutes ces autres questions, est-ce que je me demande si une stratégie
à la fois de synergie et peut-être pas nécessairement de résistance, mais de complémentarité, serait la valorisation de l'artisanat et de l'expertise, dans le sens où il y a quand même énormément de savoir et de pratiques qui ne dépendent pas de la technologie, mais qui en fait sont issus de nos traditions culturelles à travers la planète et qu'on utilise encore parce qu'ils fonctionnent, ils ont été testés par le temps. Exemple très très bête, moi je suis doctorant en littérature et langue française, spécialisé en poésie médiévale, donc j'utilise un ordinateur évidemment pour travailler, mais j'ai aussi une machine à écrire en fait que j'utilise pour rédiger mes fiches synthèse. Et j'ai fait ce choix parce que c'est un outil que je contrôle, c'est un outil qui active justement ces courants neuronaux dont vous parliez. Et avant de l'utiliser, il a fallu que j'aille jusqu'à l'autre bout de l'île pour la faire réparer. Et il n'y a en fait que 2 artisans dans tout Montréal, et si je m'abuse peut-être dans tout le Québec, qui savent encore réparer ces machines. Et m'ont dit qu'il n'y a plus de relève, en fait. Voilà une niche, il faudrait que vous mettez là-dedans, vous allez pouvoir... Voilà. Et pourtant, ce sont des outils qui ont leur utilité. Il me donnait l'exemple de l'Ukraine, en fait, où il n'y a plus de courant, mais vous devez rédiger quelque chose, et à la main, ça ne passe pas. Donc, une machine. Donc, quel serait le rôle peut-être des institutions dans la sauvegarde, la préservation des artisanats et des expertises traditionnelles, avec ou sans la participation de l'intelligence artificielle? Elles ne sont pas encore mortes, les pratiques traditionnelles, artisanales. Je disais justement, il y a 2 mois, un journaliste qui m'interviewait sur l'art numérique, l'intelligence artificielle. Je disais, oui, mais ces derniers temps, moi, j'ai vu des expositions d'œuvres de fibres plus que jamais depuis les dernières années. Donc, il y a un retour à certaines pratiques qu'on avait reléguées à la catégorie artisanat. Ça, je parle dans le monde de l'art contemporain, à l'heure actuelle. Alors, finalement, lui a fait un article sur le retour des pratiques artistiques manuelles, en plus de son autre article. Mais bref, tout ça pour dire que oui, ça s'ajoute. Il y a des choses qui disparaissent, mais dans le domaine de la création artistique, il y a des couches supplémentaires qui s'ajoutent les unes aux autres et qui ne font pas disparaître nécessairement ce qui précédait. Ça veut dire pour les jeunes créateurs qu'il s'agit d'un monde qui est de plus en plus complexe, bien entendu. À la faculté de musique, toutes les disciplines traditionnelles sont toujours enseignées et demeureront, le contrepoint, l'harmonie, l'orchestration, des techniques d'écriture. J'ai parlé beaucoup du secteur des musiques numériques, mais au-delà des techniques en tant que telles, c'est aussi, et au-delà du savoir-faire, c'est aussi juste les concepts inhérents à ces disciplines-là qui peuvent être transposés ensuite ailleurs, qu'il ne faut pas perdre. L'intelligence artificielle est très bonne pour pouvoir faire de l'étude de plusieurs choses, mais je ne suis pas prêt à dire qu'elle fait tous les liens qu'un humain fait à l'étude de certaines disciplines, en fait, des constats, un peu quand on parlait de créativité, de pouvoir créer des liens en tant que tel. Le fait d'enseigner ces disciplines-là pour les étudiants et les étudiantes, où en fait, c'est à quelque part créer ces liens-là et de ne pas se détacher du savoir-faire qui est très manuel, qui est très physique. Et ça, on y tient. Ben, un n'empêche pas nécessairement l'autre, mais bien évidemment, on est dans une période où certaines techniques peuvent être menacées pour des raisons de mode ou je ne sais trop quoi. Et c'est peut-être aussi notre responsabilité à nous aussi de trouver une façon créative pour que l'IA en fait, soit utilisée justement pour la préservation aussi de culture et de patrimoine et de savoir-faire qui n'est pas basé sur l'IA. On pourrait l'utiliser comme un outil finalement, s'assurer que ce soit... Donc de favoriser un bilinguisme en quelque sorte, ou un multilinguisme. Multi, tout ce que tu veux. Voilà. Parfait, je suis vraiment désolé, on arrive à la fin. Normalement, je posais une question à la fin pour avoir un mot de la fin de nos 3 participants, mais on va dire que le débat n'est pas fini, la conversation n'est pas finie. On va certainement avoir d'autres opportunités pour continuer le débat. Et là, à ce moment-là, je leur poserai la question de savoir un petit mot de la fin de leur part. Donc la discussion reste ouverte, à l'image du débat d'aujourd'hui. Je veux remercier vraiment l'AFS très chaudement pour avoir mis en place cet événement exceptionnel. Et au plaisir de vous revoir bientôt. L'événement sera mis en ligne sur YouTube dans quelques jours. Puis merci à Christine, Pierre, Antoine et Yann Harel qui étaient là aussi. Un grand merci.